Good morning. Bonjour à tous, ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Welcome to the third day Bienvenue à cette troisième journée de la conférence ISARM. Et nous allons commencer aujourd'hui le panel numéro 4 sur la coopération pour la gouvernance durable des aquifères transfrontaliers. Ce panel sera modéré par Suzanne Schmeyer, qui est professeure de droit et de diplomatie de l'eau à HIE Delft. Bonjour à tous et très bonne session. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Welcome also from my side. Bienvenue, bonjour ou bonsoir. In our session today, we'll be looking at La two session topics. d'aujourd'hui va We will porter sur les aquifères transfrontaliers the et nous allons management and in particular examiner leur gouvernance. I think we'll Comment fonctionne ou ne fonctionne pas cette gouvernance au niveau transfrontalier? Vous savez qu'il y a environ 600 aquifères dans le monde entier qui sont partagés entre plusieurs pays. D'autres peuvent encore être découverts. Nous savons que la recherche est encore limitée dans ce domaine. Ces aquifères offrent des ressources essentielles pour les individus, l'approvisionnement en eau, l'agriculture. Cela permet la survie des populations, mais aussi des économies. Et cela permet la croissance des sociétés et leur développement. Mais malgré l'importance de ces ressources, la gouvernance des aquifères est toujours assez faible à certains égards. Et d'un point de vue universitaire, la connaissance sur la gouvernance des aquifères transfrontaliers est toujours limitée, notamment par rapport à la gouvernance de l'eau en général. Et donc, nous voulons nous pencher sur cette question pour cette session. J'ai 4 panélistes à mes côtés qui vont être présentés dans quelques minutes. Ces panélistes vont aborder les défis représentés par les aquifères qu'ils connaissent et ils vont aussi nous parler des efforts qui ont été consentis pour gouverner ces aquifères. Ils vont nous parler des réussites, des facteurs de succès et des difficultés. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous voyez au bas de l'écran Zoom. Après les présentations des panélistes, j'essaierai de prendre vos questions et les panélistes y répondront. Sur ce, sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier intervenant, Ivan Zavadsky, qui est secrétaire exécutif de la Commission internationale pour la protection du fleuve Danube. Il a des années d'expérience dans le bassin fluvial du Danube au niveau de la Slovaquie, mais aussi au niveau du bassin fluvial et au niveau des eaux souterraines. Il a aussi une expérience au niveau mondial dans le domaine de l'environnement. Merci beaucoup de participer, Ivan. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Suzanne. Bonjour ou bonsoir à tous. C'est un privilège pour moi de m'exprimer aujourd'hui pour vous parler de notre expérience sur cette question. Je vais partager avec vous ma présentation. Yes. So, very quickly, since we are placed, the Danube River Basin is in Europe. Le bassin du fleuve Danube est situé en Europe. La plupart des membres de notre commission font partie de l'Union européenne. Il y a des années, les dirigeants ont décidé que l'outil essentiel de gestion de tous les corps d'eau partagés, y compris les eaux souterraines, est fondé sur un plan de gestion des activités. Nous aidons les pays à mettre en place la directive en question au niveau de l'UE, mais c'est difficile pour nous d'appliquer la convention. Donc, pourquoi avons-nous commencé à inclure les eaux souterraines dans la directive cadre sur l'eau? Eh bien, d'abord parce que la taille de ces plans d'eau est importante, et puis il y a aussi des impacts socio-économiques et des pressions sur l'écosystème. Les critères selon lesquels ces aquifères transfrontaliers ont été désignés comme importants incluent les accords bilatéraux entre les pays.
Au niveau de notre commission, nous avons désigné 12 aquifères transfrontaliers d'importance au niveau de ce bassin fluvial. Je vous donne un aperçu donc du statut de conservation des aquifères. Donc, je vais parler de l'extraction et des pressions qui pèsent sur ces aquifères. Notre commission cherche à développer un cadre réglementaire afin d'aider les pays à assurer une bonne gestion de ces aquifères de manière individuelle et conjointe. Il faut assurer un contrôle de l'extraction des eaux souterraines et il faut aussi des protections face au changement climatique. Il y a aussi des exigences pour accorder des autorisations d'exploitation et puis, conformément à la directive cadre sur l'eau, il faut faire en sorte que les ressources en eau souterraine ne soient pas dépassées par le taux d'extraction. En ce qui concerne la situation qualitative, vous voyez la carte à l'écran. Nous allons adopter ce document d'ici une semaine. La pression principale de la pollution et des nutriments vient de l'agriculture et des eaux usées qui viennent des villes. Nous essayons donc de faire en sorte que la pollution soit limitée au niveau des directives sur le traitement des eaux usées et les directives sur les déchets urbains. Cela nous donne un cadre réglementaire pour la gestion de ce problème. En plus des mesures qui portent sur la pollution des eaux de surface, il faut mettre en place des mesures pour éviter l'émission de produits polluants d'autres sources, par exemple les installations techniques ou les capacités de stockage. Il faut donc des cadres réglementaires efficaces afin d'interdire le déversement direct des polluants dans les eaux souterraines. Pour résumer, c'est la façon dont nous essayons de gérer ces aquifères transfrontaliers dans la région du Danube, mais est-ce qu'il n'y a que 12 aquifères dans un bassin fluvial si étendu? Oui et non. Il y en a bien d'autres, mais ces 12 aquifères ont été choisis par les pays comme étant importants pour le cadre de gestion de ce bassin fluvial international. Merci beaucoup. Je suis disponible pour toute question. Merci beaucoup, Ivan, pour cette perspective intéressante sur le bassin du Danube. Je trouve que c'est très intéressant parce que vous nous parlez du cadre réglementaire et juridique. Ce cadre est essentiel pour la gouvernance des aquifères transfrontaliers. Et puis, vous parlez de l'organisation du bassin fluvial qui joue un rôle essentiel dans la gestion des aquifères aussi. C'est un sujet qui est encore peu exploré dans beaucoup de régions du monde. Et maintenant, je vais donner la parole à notre prochaine intervenante, Maria Amakali, qui est la directrice de la gestion des ressources en eau au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'eau et des forêts de la Namibie. Elle travaille sur les lois sur l'eau et les politiques sur l'eau en Namibie, mais elle se penche aussi sur les aquifères et les bassins fluviaux qui sont partagés par la Namibie avec des États voisins. Maria, vous avez la parole. Merci beaucoup. Suzanne, merci à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui dans le cadre de cette session. Je vais vous donner un autre point de vue, le point de vue de la CDAA, la communauté de développement de l'Afrique australe. Je ne vois pas encore votre présentation, Maria. Je vais réessayer alors, dit Maria. J'ai peur de perdre mes 3 minutes, dit-elle. Nous voyons la première image. Vous pouvez cliquer sur cette diapositive avec votre souris. Maintenant, ça fonctionne. Merci beaucoup.
Donc, je vais vous parler de l'Afrique australe. Ma première diapositive parle donc des aquifères transfrontaliers au niveau de la CDA. Nous en avons environ 20. Comme vous pouvez le voir, ils suivent plus ou moins la structure de l'organisation et pourtant la gouvernance est difficile en raison de la définition du concept de cours d'eau dans l'instrument juridique sur lequel nous nous basons. C'est-à-dire que nous utilisons la définition des cours d'eau qui est énoncée dans la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau. Donc, il s'agit d'eau qui sont connectées aux eaux de surface et donc les aquifères ne le sont pas toujours, ce qui rend notre tâche difficile pour assurer la gouvernance de ces plans d'eau. Cette définition est également utilisée par le protocole de la CDA qui établit l'organisation du bassin fluvial actuel afin d'assurer la gestion des cours d'eau partagés. Et donc, les dispositifs institutionnels de gouvernance n'existent pas vraiment pour l'instant pour gérer les aquifères. Nous utilisons les cadres qui portent sur les eaux souterraines, mais en réalité, les eaux souterraines et les eaux de surface sont concernées, surtout quand on parle d'affectation. Et puis, nous avons des projets d'articles sur les lois sur les aquifères transfrontaliers afin d'inclure la gouvernance de ces aquifères dans un cadre institutionnel. C'est difficile, surtout si vous vivez en Afrique australe, où la moitié de votre eau est également issue d'eau souterraine. C'est un pays aride, nous sommes dans des pays arides et nous dépendons largement des eaux souterraines, surtout depuis 5 ans environ avec le changement climatique. Nous dépendons largement des eaux souterraines. Donc, si on veut assurer une bonne gestion des aquifères, il faut arriver à une compréhension des ressources disponibles et pouvoir mesurer leur état. Pour l'instant, nous avons commencé au niveau de la CDAA à étudier 5 aquifères transfrontaliers. Et nous avons du mal à démarquer les systèmes aquifères. Est-ce qu'on s'intéresse seulement à ceux qui sont transfrontaliers ou pas? Nous avons plusieurs opportunités que nous pouvons saisir. Dans le contexte de la gestion intégrée des ressources en eau, que nous utilisons pour gérer nos bassins fluviaux, on peut mettre ces concepts en place pour les aquifères transfrontaliers. Certaines organisations telles que l'Orasecom et la Lincom se penchent sur la gestion des eaux souterraines au niveau des aquifères. Et puis la QVCom s'intéresse aussi aux eaux souterraines dans leur zone. Et nous avons d'autres institutions telles que la CDA-GMI. L'ISARM, bien entendu, est également une plateforme qui améliore l'expertise sur les eaux souterraines. Et encore une fois, au niveau de la CDA, nous avons un plan d'action régional stratégique sur les sources ouvertes et leur gestion. Nous prenons en compte la gestion des aquifères transfrontaliers dans le cadre de ce plan. Donc, ce n'est pas la peine de créer de nouvelles institutions.
mais il faut pouvoir mesurer la disponibilité des ressources et aussi leur qualité. Je crois qu'il y a environ 15 aquifères transfrontaliers dans la région. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est à peu près le bon chiffre. Merci beaucoup, Maria, pour cet aperçu de votre région, la CDA, l'Afrique australe. Effectivement, vous allez dépendre encore plus à l'avenir des eaux souterraines, donc il faut assurer une bonne gouvernance, c'est essentiel. C'est très intéressant de voir que les cadres qui sont en place vont de plus en plus inclure les aquifères transfrontaliers. Merci Maria. Avant de donner la parole à notre prochain intervenant, je rappelle au public que vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions-réponses. Je prendrai vos questions une fois que les présentations seront terminées. Notre prochaine intervenant est Sharon McDowell, qui est la directrice du Centre de recherche sur les ressources en eau à l'Université d'Arizona. Elle est également professeure de sciences environnementales. Donc, nous déplaçons vers l'ouest. Il est toujours très tôt là-bas. Désolée, Sharon. Sharon travaille depuis longtemps sur les ressources en eau et leur gestion, ainsi que les politiques sur l'eau dans différentes régions du monde. Et je suis ravie d'avoir la perspective d'une personne qui vient d'Amérique du Nord pour nous parler des aquifères transfrontaliers. Vous avez la parole. Merci. Bonjour. Je suis à Tucson, en Arizona, sud-ouest des États-Unis. Il est 2h17 du matin chez moi et je vais vous partager ma présentation. J'ai 2 diapositives à vous montrer. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Je vais vous parler de l'aquifère transfrontalier entre le Mexique et les États-Unis. Depuis plus de 10 ans, je travaille sur le programme d'évaluation de l'aquifère transfrontalier et d'autres expériences et recherches sur la gouvernance de l'eau. On nous a demandé de faire un état des lieux de la situation et de parler des défis auxquels nous sommes confrontés. Il n'y a pas beaucoup d'expériences dans le monde qui sont des expériences positives de gestion des aquifères transfrontaliers. Donc, j'ai présenté un article au nom d'un groupe d'auteurs récemment qui exprimait de l'optimisme pour une gestion transfrontière des eaux souterraines. Mais nous n'y sommes pas encore. Il faut un cadre et il y a un manque de priorité de cette question. C'est-à-dire que cette question n'est pas une priorité et il faut une volonté pour que ces activités soient mises en place. Il n'y a pas assez de soutien au niveau régional. Il y a des efforts locaux, mais pas assez au niveau régional. La région que vous voyez à l'écran représente la frontière qui couvre 4 États des États-Unis et plusieurs États du Mexique. C'est une zone qui est semi-aride et le programme de système d'aquifères transfrontaliers accorde la priorité aux aquifères en fonction de la population et de l'activité économique. Des recherches ont été initiées. Vous voyez un aquifère ici sur ce petit schéma. Il y a 2 aquifères à la frontière de Sonora que l'on étudie et c'est difficile d'assurer la gestion des ressources souterraines transfrontalières parce qu'il y a beaucoup de situations locales. Aux États-Unis, il y a différents régimes de gouvernance de l'eau et les 2 aquifères sont adjacents en plus. Donc, je voulais partager avec vous quelques conclusions. D'abord, la science collaborative contribue à la compréhension commune des aquifères spécifiques et des conditions des eaux souterraines. Les politiques de gestion des eaux souterraines devraient être fondées sur des considérations locales. Il faut assurer une participation des acteurs inclusive et continue, ce qui exige des ressources. La fondation de la collaboration est solide dans notre région autour de la gouvernance des eaux souterraines, puisqu'un traité a été signé en 1944. Ce traité englobe principalement les eaux de surface, mais nous avons aussi la Commission internationale des frontières et de l'eau, et il y a un programme d'évaluation des aquifères transfrontaliers, comme je l'ai dit, qui existe depuis plus de 10 ans.
il y a eu des progrès considérables au niveau de l'évaluation. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire au sein des pays. Et dans mon cas, en Arizona, nous avons une gestion très active des eaux souterraines dans une région où il y a un cadre de gouvernance, mais pas dans une autre région. Il y a différents systèmes au sein d'un même pays, donc comment peut-on faire des progrès au niveau international? Il faut bien comprendre que les situations et les perspectives diffèrent. Il peut y avoir, par exemple, des points de vue autochtones. On en a parlé l'autre jour pendant notre session et je vous montre très brièvement, excusez-moi, j'ai cliqué trop vite. Je voulais vous montrer les deux cartes que vous voyez en bas à gauche, qui sont deux cartes du même bassin fluvial du Colorado. Celui de droite est celui est une carte d'une perspective d'une communauté autochtone et elle est très différente de la carte à gauche. Voilà pourquoi la gouvernance et la résilience peuvent varier selon la perspective que l'on adopte. Donc, nous rencontrons un certain nombre de défis et je crois que cela se résume à la volonté des gens de travailler ensemble sur ces questions, mais je suis optimiste. Je pense que nous ferons des progrès, mais cela prendra du temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sharon. Une présentation très intéressante et cela montre l'importance des parties prenantes, notamment les communautés autochtones. Et j'ai trouvé très intéressant que vous mentionniez l'interaction entre les parties prenantes pour faire progresser ce processus. Et c'est un aspect qui est souvent ignoré, un aspect à garder à l'esprit. Avant de passer à la discussion, nous avons une autre présentation. Nous sommes ravis d'avoir avec nous Éric Tardieu, secrétaire général du réseau international des organisations de bassin, qui établit un lien intéressant entre les aquifères et les bassins. Il y a une expérience dans différentes régions, en particulier en France. Et d'après ce que j'ai pu lire, il est également intervenu au niveau international et régional. Et ce sera intéressant de voir comment s'articulent ces différents niveaux lorsqu'il s'agit de travailler sur les aquifères. Merci beaucoup, Suzanne, pour ces aimables paroles. Merci de me donner l'occasion de participer à cette session de la conférence ISARM. Alors, je vais partager avec vous le point de vue de l'INBO avec deux messages et un exemple. Le premier message, je crois que cela a été évoqué par l'intervenante précédente, c'est que nous disposons de principes de mise en œuvre qui sont disponibles et pertinents pour la gestion des aquifères transfrontaliers. Bien sûr, le cadre juridique international varie et c'est un problème. Et Suzanne a évoqué ce point. Mais pour ce qui est des aspects positifs et de ce que nous pouvons faire, bien sûr, je ne vais pas faire une liste à la Prévert, mais il existe des approches connues, des outils relatifs à la gestion, à la planification, des mécanismes de financement, des dispositifs de renforcement des capacités, d'interaction avec les parties prenantes. Tous ces outils sont disponibles et pertinents dans la gestion des aquifères. J'aimerais insister sur un aspect en particulier, ce que l'on appelle les systèmes d'information hydrique. Maria a évoqué l'absence de données, le manque de données, l'hétérogénéité de ces données et la difficulté qui consiste à partager, à mobiliser ces données pour une prise de décision commune. C'est quelque chose de particulièrement important, qu'il s'agisse d'eau de surface, mais aussi d'eau souterraine. Et ici, on parle d'aquifères transfrontaliers. Au-delà des données
techniques à partager. Il s'agit d'établir la confiance entre les différentes parties prenantes, notamment lorsqu'il s'agit de différents pays qui ont un aquifère en partage. Nous avons d'ailleurs un code de conduite à cet effet, si vous êtes intéressé. Et j'aimerais partager avec vous un exemple assez ancien qui remonte à 1978. Il s'agit d'un petit aquifère, à peu près 30 km/h, partagé par la France et la Suisse. C'est un aquifère qui n'est pas partagé pas seulement par les deux pays, mais par différentes municipalités. Il s'agit là d'un cadre juridique convenu par différentes autorités locales pour une exploitation partagée de l'aquifère genevois. Nous sommes ici autour de la ville de Genève. Nous avons mis en œuvre un réseau conjoint de suivi du niveau de l'aquifère, du niveau de prélèvement. Nous avons établi une usine de recharge artificielle et nous avons également adopté des mécanismes de financement durable. Comme vous pouvez le voir, nous avons là une illustration assez éloquente des principes qui sont à l'œuvre ici. Merci beaucoup pour votre attention. Et il me tarde de participer à cette discussion. Merci, Eric. Vous avez mentionné l'importance des données, mais vous avez également rappelé que dans beaucoup de régions du monde, nous savons très peu de choses sur les eaux souterraines, d'où l'importance du recueil, du partage des données. J'aimerais ouvrir la discussion à présent. Je vois un certain nombre de questions qui sont posées par les participants. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses. Première question, c'est une question assez précise qui est adressée à Maria. Est-ce que vous pourriez développer le cadre juridique dans le cadre de la Namibie et des protocoles qui sont adoptés dans cette région? Oui, merci pour cette question. Le protocole que nous utilisons couvre la gestion des cours d'eau partagés, qu'il s'agisse d'eau de surface ou d'eau souterraine, qui sont liées aux eaux de surface. C'est pourquoi j'ai cité quelques définitions. Mais de notre point de vue, c'est quelque chose que nous avons adopté dans la région. Si l'aquifère transfrontalier s'insère dans la zone géographique du bassin, nous pouvons le gérer ensemble. Nous ne devrions pas être limités par des définitions étroites. Et c'est pourquoi nous avons été en mesure de prendre part à cet aquifère partagé entre la Namibie et le Botswana et l'Afrique du Sud, dans le cadre de notre commission du bassin. Comme pour d'autres aquifères, comme l'Okavango par exemple, que nous avons en partage avec l'Angola. Nous menons des analyses à destination des différents pays. Bien que les définitions ne soient pas toujours très précises, nous avons décidé que nous pouvions tout de même utiliser les outils de gestion de l'eau à notre disposition et nous servir du travail des organisations internationales, notamment pour ce qui est de la gestion des eaux souterraines. Merci Maria pour ces précisions. Autre question, peut-être adressée à Sharon, mais bien sûr d'autres peuvent intervenir. Il s'agit des approches existantes, qu'elles soient politiques, institutionnelles ou juridiques, pour ce qui est de la gestion des eaux
souterraines et des eaux de surface. On a évoqué le lien qui existait entre eau de surface et eau souterraine. Sharon, peut-être pourriez-vous approfondir un peu ce point d'après votre expérience? Merci. Dans ma brève intervention, j'ai indiqué que nous avions un traité entre les deux pays qui met l'accent sur les eaux de surface, sur la base de 3 systèmes fluviaux. Il y est fait très peu mention des eaux souterraines. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons enregistré des réussites importantes et des progrès notables au cours des 20 dernières années au travers de notre collaboration dans la gestion du bassin du Colorado, un système qui fait l'objet d'un stress important en raison du changement climatique, mais aussi en raison de la demande importante. Il y a 10 ans à peu près, nous avons constitué un groupe de travail binational qui a regroupé des personnes qui travaillent dans les domaines des politiques publiques, de l'environnement, des technologies. Et leurs réunions se sont fait de plus en plus régulières. Et ces groupes de travail ont véritablement changé les choses. Et ces ressources sont précieuses et nous devons nous en servir. Et il s'agit de faire participer les gens, de se respecter les uns les autres, d'établir la confiance. Cela prend du temps, bien sûr. Il convient d'établir des relations fondées sur le respect, notamment lorsque l'on travaille entre cultures et langues différentes. Mais je crois qu'il convient d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir transposer ce travail et l'appliquer aux aquifères. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions du public qui portent sur le partage des données, le fait est que nous savons toute l'importance de ces données, mais encore faut-il avoir les systèmes adéquats. Est-ce que vous pourriez évoquer la façon dont ce partage de données se déroule dans le Danube? Et je m'adresse ici à M. Zawadzki. Oui, très rapidement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sharon. Au niveau institutionnel, il est important d'établir des organes qui traitent de ces questions. Et dans notre commission, qui constitue le cadre institutionnel, nous traitons des questions techniques, la gestion des eaux souterraines, avec des experts qui interviennent, mais aussi des représentants du gouvernement qui s'entretiennent de toutes les questions liées aux politiques publiques et qui ont trait à ces questions. Bien sûr, les coûts sont assumés par le gouvernement. Je crois que c'est important. Il n'y a pas de coûts supplémentaires pour les parties prenantes. Et deuxièmement, il convient d'obtenir des résultats qui sont remontés à la Commission et qui sont adoptés au niveau des représentants gouvernementaux dans le cadre de la Commission. Et puis, on passe à l'étape de la mise en œuvre, les mesures qui sont adoptées, le partage des données. Tout cela est mené par ceux-là même qui développent les outils. C'est donc là le cycle de tout travail autour des eaux souterraines, de leur gestion. C'est ainsi que les travaux se déroulent. Et je crois que c'est très utile. Et je ne saurais trop insister sur le fait que le partage des données doit être validé par toutes les parties prenantes. Ça doit être considéré comme un bien commun et cela donne lieu au développement de mesures et à l'adoption de politiques, etc. Merci. Eric, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Vous avez évoqué l'importance des données, du partage des informations. Vous avez aussi de l'expérience en Amérique latine, je crois. Peut-être pourriez-vous relier cela à d'autres questions posées par le public, notamment sur les réussites qui ont été engrangées en Amérique latine en matière de partage des données? L'interprète vous prie de l'excuser, mais le son est très mauvais.
Alors, nous avons besoin de processus de partage de données, mais nous avons besoin de données ciblées. Parfois, la communauté technique est ravie d'obtenir beaucoup d'informations, beaucoup de données, mais ce n'est pas le but. L'objectif, c'est de savoir de quelles données nous avons besoin pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Nous devons établir cette compréhension commune, ces connaissances communes qui sont nécessaires dans un premier temps pour établir la conscience, mais aussi pour prendre des décisions pertinentes et efficaces. Et ce, pour établir une gestion équilibrée des aquifères. Alors, bien sûr, nous avons tous en tête l'exemple de l'aquifère Guarani en Amérique latine. Je ne suis pas le mieux placé ici pour vous en parler, mais en tout cas, il s'agit là d'un accord ancien qui a été très utile pour résoudre des conflits potentiels entre les pays de cette région. Cet accord a joué un rôle au niveau technique, mais aussi au niveau diplomatique. Et cela s'insère parfaitement dans le sujet d'aujourd'hui. Il s'agit de la gestion durable des aquifères, mais aussi parfois de la préservation de la paix dans certaines régions. Et j'aimerais en finir en évoquant un projet à venir entre 4 pays à l'ouest de l'Afrique, autour de l'aquifère sénégalo-mauritanien. Les 4 pays qui ont cet aquifère en partage viennent de signer un accord dans le cadre de la Convention de 1992 sur l'eau. Cela illustre à nouveau le lien entre ce que nous avons à notre disposition en matière d'eau de surface et ce que l'on peut faire en matière d'eau souterraine. Alors, ce groupe a établi un mécanisme permanent de consultation entre les 4 pays. Ils ont adopté une vision commune et le secrétariat de cet organe qui porte sur cet aquifère commun s'appuiera sur les organisations de gestion du bassin qui traitent des eaux de surface. Et nous serons bien sûr ravis de suivre les étapes de cet accord. Merci Eric d'avoir évoqué cet accord. C'est tout à fait encourageant de voir que la coopération en matière d'aquifères progresse. Cela m'amène à une autre question que nous avons reçue du public autour du soutien. Est-ce que les pays eux-mêmes lancent toujours eux-mêmes ou financent ou gèrent les processus de coopération autour des aquifères transfrontaliers? Y a-t-il suffisamment de soutien institutionnel? Et je pense au fonds environnemental mondial. Y a-t-il d'autres organisations qui soutiennent la gestion des aquifères? Ivan, merci. Vous me placez sur un terrain glissant car je viens de prendre ma retraite et je travaillais pour le FEM et je connais plusieurs anciens employés du FEM qui seraient mieux placés que moi. Bien sûr, les fonds sont importants, mais en principe, je crois que le FEM en est toujours à des stades, au stade de la stratégie, mais les eaux souterraines font partie de ses intérêts. L'approche du FEM est plus sophistiquée qu'auparavant, car il y a à présent un cadre global qui s'insère dans le cadre du changement climatique et qui promeut la résilience des systèmes hydriques. Donc, cela réside toujours au cœur du travail du FEM. Et il y a plusieurs exemples qui illustrent ce point, notamment en Europe. Mais les aquifères transfrontaliers font naturellement partie des priorités du FEM. Je crois qu'une des forces du FEM, c'est la gestion commune. Nous ne devons pas
évoqué les aquifères transfrontaliers comme un seul type de problème. Nous devons insister sur la pérennité de la gestion des systèmes hydriques et cela doit donc aller de pair avec la gestion des eaux de surface. Merci, Ivan. Sharon, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Oui, ben merci. Je pensais que comme vous posez cette question, vous allez beaucoup vouloir comment les choses se passaient sur les questions internationales. Alors, nous sommes un groupe qui avait travaillé sur le rapport que nous avons proposé tout à l'heure. Nous pensons au contraire qu'il faut aller de l'international vers le local et nous pensons qu'il y a des activités très intéressantes sur cela. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur les cours en amont et en aval. Et dans notre région, il y a des rivières qui vont du nord vers le sud, d'autres du sud vers le nord et d'autres qui suivent la frontière d'une façon presque horizontale. C'est pourquoi la situation varie beaucoup d'un aquifère à un autre. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr, c'est avoir des données adaptées à nos objectifs, mais il faut également bien comprendre le terrain. Et je pense qu'il est important de remettre peut-être certaines de ces idées ensemble. Oui, cela m'amène à ma question suivante, c'est-à-dire sur les communautés locales et aussi la différence dans les accès en amont et en aval et aussi le rôle des entreprises d'énergie. Alors, je voudrais peut-être vous poser une question à notre collègue Maria. Je voudrais justement parler des différences entre le poids ou le pouvoir des pays. L'Afrique du Sud est le pays plus puissant, disons, dans votre région. Est-ce que ça a un effet sur la gestion des aquifères? Difficile de répondre à cette question. Mais bon, à l'heure actuelle, dans la communauté dont nous faisons partie avec l'Afrique du Sud, nous avons un aquifère qui nous gérons ensemble et d'ailleurs avec l'UNESCO, c'est le projet GETA. Malheureusement pour l'Afrique du Sud, une bonne partie de cet aquifère se trouve sur le territoire de la Namibie. Et si vous décidez d'avoir une approche plutôt axée sur les eaux souterraines ou sur les eaux de surface, disons, l'approche change. Et évidemment, la source de la rivière joue un rôle très important. C'est là que le pays détient peut-être le pouvoir le plus. Mais si on regarde l'Orange, la rivière Orange, le Lesotho est un petit pays et donc ils ont permis à l'Afrique du Sud de participer beaucoup plus activement dans la gestion de ces eaux. Mais l'idée de l'établir justement une association ou une communauté du bassin versant et justement qu'on arrive à négocier les parts qui reviennent à chaque pays. Bien sûr, il y a parfois des négociations un peu plus vives, mais ce sont des négociations quand même. Merci. Merci beaucoup, Maria. C'est un commentaire très positif. Cela m'amène à la fin de notre session. Je trouve que c'est dommage parce que nous aurions pu continuer pendant plus longtemps. Il y a des questions vraiment intéressantes. Je voudrais revenir à ce que nous avons entendu pendant cette session, peut-être des messages clés. Tout d'abord, il faut mettre l'accent sur la gouvernance la gestion de ces aquifères transfrontalières. Il faut donc une volonté politique pour y arriver. Deuxièmement, l'importance des cadres juridiques et institutionnels et également le fait, étant donné que nous avons des organisations, des associations des bassins versants,
nous avons la possibilité de gérer les eaux souterraines peut-être d'une façon plus active grâce à ces associations. Et puis, il y a des niveaux de gouvernance très différents allant de ces associations transfrontalières, mais également les communautés locales, les autorités locales et d'autres. Puis, la contribution des parties prenantes devrait bien sûr être donnée, mais nous devons le renforcer également. On a beaucoup parlé des données et du partage des données. Nous ne pouvons pas gérer nos eaux souterraines ou de surface si nous n'avons pas suffisamment de données ou de connaissances. Et bien sûr, là encore, la définition de ces connaissances varie d'un pays à l'autre. Et puis, la question des ressources. Avoir les ressources pour faire cette bonne gestion. Et là, cela peut parfois être également un goulot d'étranglement. Mais je trouve que dans l'ensemble, la position était plutôt positive sur nos positions actuelles et également les outils qui sont disponibles pour nous pour arriver à une meilleure gestion de ces ressources en eau souterraine et de surface. Merci beaucoup à tous les panélistes d'avoir partagé ces connaissances et de vos contributions. Je voudrais également remercier tous les membres du public et également, je voudrais remercier l'UNESCO. Je vous remercie, je vous salue et je redonne la parole à Rita ou à Mahmoud. Merci. Merci Suzanne, merci à tous les orateurs pour ces présentations excellentes et également pour le public car il y a eu des échanges très intéressants. Nous allons poursuivre avec les sessions 9 et 10. La session 9 démarre tout de suite et cela concerne la coopération et la gouvernance. Cela ne se passe pas dans cette salle, mais dans une autre salle. Nous avons une pause d'un quart d'heure et puis nous allons démarrer avec la session 10 sur le même thème, c'est-à-dire la gouvernance de ces aquifères. Merci beaucoup.